Bonjour à tous et merci d'être présents pour le début de cette table ronde. Donc, je vais juste contextualiser rapidement cette tenue avant de laisser la parole à tout le monde. Cette table ronde est issue du programme Dialogue qui de base s'appelle la COP27, donc, qui a été initiée en 2022 sous le financement de la région et qui est coordonnée par l'ASTI, donc qui est l'association de culture scientifique en Nouvelle-Aquitaine. Et l'idée de ce programme, c'était d'ouvrir le dialogue et donner la parole aux lycéens, notamment leur donnant l'occasion de se renseigner et d'échanger avec des experts dans différents domaines et surtout des chercheurs. Donc ça a d'abord commencé avec 13 lycées en 2022 sur divers sujets donc, environnementaux et sociétaux, comme par exemple l'érosion du littoral, l'extinction de la biodiversité, ou dans ce cas-là, l'avenir des forêts en périurbain. Et donc c'est des programmes annuels qui sont maintenus et qui sont coordonnés par les différents centres de culture scientifique en fonction des territoires, qui sont à 4 en Nouvelle-Aquitaine. Et celui-ci est accompagné par Cap Science, la région, comme je l'ai dit, et aussi l'Université de Bordeaux, via le programme SAPS, Sciences avec et pour la société, qui a aussi dans l'idée d'ouvrir le dialogue entre les citoyens et les chercheurs. Donc je vais maintenant laisser la parole à cet excellent professeur Erwan qui va vous présenter le programme. Bonjour, donc moi je suis professeur à la cycle scolaire et ça fait de très nombreuses années qu'on travaille sur le développement durable. Mais c'est notre première année, on fait du journalisme. Donc on s'est rendu compte que c'est très dur à faire, que c'est un métier passionnant mais très exigeant. Et donc je vous demanderai d'être très bienveillant avec nos apprentis journalistes. Ils sont tous des élèves très très sérieux mais un peu timides. Donc pour eux c'est un énorme effort d'être en face de vous. Le but était de rencontrer des gens et donc on a rencontré beaucoup de personnes lors de ce programme. Ils ont le dialogue va vous être donné aussi. On a des interlocuteurs et les élèves vont présenter une partie des gens qu'ils ont pu rencontrer. Alors, on va commencer par Maya, qui va vous dire quel est l'intérêt de la forêt en règle générale et notamment à Dordogne. Les services écosystémiques représentent les nombreuses fonctions offertes gratuitement par un écosystème, comme par la forêt. Ils peuvent être répartis en 4 grandes parties, soit approvisionnement, régulation, soutien et culture. L'approvisionnement constitue les nombreux biens que peut nous offrir la forêt, comme les branches, les bois, les fleurs ou la construction l'exploitation de bois pour le chauffage et pour la construction, notamment Alliance qui fournit l'hôpital de Limoges en plaquettes de châtaigniers pour le chauffage. La culture, elle, recouvre l'éducation, les loisirs, l'inspiration artistique et aussi la recherche, comme les chercheuses de l'INRAE sur les différentes chaînes. Mais la forêt a aussi une fonction de régulation du climat, des avalanches ou de l'eau en général. Sa régulation par le réseau racinaire permet de tamponner l'apport d'eau brutale et de la reverser en douceur, mais aussi de la stocker dans les feuilles pour la reverser par l'évapotranspiration dans l'atmosphère. Aussi une fonction de soutien des sols, de la formation des sols, des pesticides et des minéraux et de la photosynthèse, mais aussi des cycles du carbone qui est stocké dans les branches et dans les sols qui limitent le CO2. Alors, on va faire une petite coupure. Si vous avez des questions pour nous inviter, pour nos élèves, vous intervenez dès que vous voulez. Je vous passe le micro. Peut-être un deuxième qui va être branché par nos amis de Musique en Herbe. Et n'hésitez pas à nous couper. Donc, la présentation de nos rencontres avec Ariane. Alors, donc, au cours de ce projet, on a pu rencontrer plusieurs personnes de différentes activités qui ont tous un rapport avec le domaine de la forêt. Et les deux premières personnes qu'on a rencontrées sont Jean Mottet et Aurélien Février. Donc Jean Mottet est un propriétaire de la région qui possède 200 hectares. Il a été professeur à Sorbonne, professeur d'histoire de l'art. Il était principalement axé sur les films et principalement sur les paysages. Donc il a un grand rapport avec la nature, la forêt, ce genre de choses. Et il héberge aussi au sein de sa forêt un arboretum de rainforest. Donc vous pouvez voir sur le diaporama la carte de sa forêt. Donc il a aussi fait des visites,
Et il a aussi parfois invité des personnes célèbres à planter des arbres. Et donc, Aurélien Février, lui, est un ingénieur du CNPF, donc le Centre régional de la propriété forestière. Et lui, il est là pour conseiller Jean Mottet sur qu'est-ce qu'il doit faire avec sa forêt, sur en général quels arbres planter, ce genre de choses. Ensuite, certains d'entre nous ont assisté à une conférence de deux chercheuses du centre de recherche de Bordeaux, l'INRAE. Donc, c'est un centre de recherche des sciences du végétal, des sciences du végétal, de l'écologie et de l'environnement. Ces deux personnes s'appellent Camille Lecadevin et Catherine Baudenet. Elles nous ont expliqué tout leur travail sur la génétique des plantes jusqu'à leur écosystème et elles nous ont plus particulièrement expliqué l'histoire du chêne Cécile et pédonculé. Et ensuite, certains d'entre nous ont pu assister à la présentation de Laure Montmanche, qui est ici présente, qui vous fera une présentation. Enfin, la dernière personne avec qui on a parlé il y a seulement une semaine, c'est Laurent Pialou, qui lui travaille avec l'Alliance Forêt-Bois, donc une coopérative qui a plusieurs objectifs. C'est de la gestion de la forêt, de la coupe, replanter. Voilà, donc ils font beaucoup de choses. Donc c'est une coopérative auquel les propriétaires peuvent s'inscrire. Et donc ils sont dans plein de domaines différents de la forêt. Et donc il a pu nous donner un point de vue justement, un point de vue différent, parce qu'on a vu des propriétaires, on a vu des personnes qui travaillent dans les recherches, et donc lui son métier effectivement c'est forcément de faire de l'argent aux propriétaires en revendant le bois, et donc on va ce point de vue. Alors bonjour à tous. Le thème de cette 13e édition du festival L'Achevet est intitulé « Une seule santé ». C'est un concept, alors je ne suis pas sûr, mais je crois qu'il est états-unien, qui établit un lien entre la santé des environnements, la santé des écosystèmes, et la santé humaine. L'ANSEE écrit à ce sujet qu'il s'agit d'un principe visant à promouvoir une approche pluridisciplinaire et globale des enjeux sanitaires. Des écosystèmes, il y en a plusieurs, dont les forêts. Les forêts, parce qu'elles fixent les sols, agissant ainsi sur le cycle de l'eau en filtrant, stockant et en évapotranspirant de l'eau qui, conjuguée avec la fixation du dioxyde de carbone, permet une régulation locale du climat. D'autre part, elle limite l'érosion par le réseau racinaire, empêchant ainsi des dommages aux biens immobiliers et aux personnes qui y résident. Les forêts, parce qu'elles hébergent des auxiliaires de culture, donc des pollinisateurs. Les forêts, enfin, parce qu'elles agissent sur la santé physique et psychique des humains, d'une part, en réduisant le stress biologique et en conséquence la tension artérielle, d'autre part, en émettant des substances qui, avec l'assainissement de l'air permis par la fixation de microparticules en suspension dans l'air, agit positivement sur le système immunitaire. Néanmoins, les forêts ont des limites. Par exemple, l'excédent de dioxyde de carbone dans l'air, à son revers, nous explique le chercheur en écologie tropicale Jérôme Fabre. En effet, les arbres croissent plus vite, mais meurent plus jeunes, réduisant leur capacité de stockage de carbone dans les sols. D'autre part, certaines essences d'arbres émettent des molécules nocives, comme les terpènes, molécules potentiellement cancérogènes et cancérigènes. En outre, toutes les plantations, ou plutôt toutes les forêts, n'agissent pas de la même manière sur la santé humaine. Les plantations en monoculture et polyculture n'hébergent pas la même biome sémeuse et ne régulent pas le climat localement de la même manière qu'une forêt diversifiée primaire ou secondaire.
Petit aparté, la disparition des écosystèmes forestiers peut avoir une influence sur la santé psychique. On parle de solastalgie, néologisme du philosophe australien Bertolt Brecht, qui a défini comme une souffrance, une détresse, due à la conscience des changements environnementaux en cours. Toutefois, les forêts sont indispensables à l'humain. C'est pourquoi je souhaite finir en citant Georges Sand, qui, dans son œuvre La forêt de Fontainebleau, tiré du recueil Impressions et souvenirs, écrit au sujet des forêts des Amériques. Si on y prend garde, l'arbre disparaîtra et la fin de cette planète viendra par dessèchement sans cataclysme nécessaire par la faute de l'homme. Je vous remercie et je passe à présent la parole à Madame Malmont. Alors, nous avons un troisième micro. Donc, dès que vous avez des questions, je passe parmi vous et vous pourrez interviewer nos élèves ou nos intervenants. N'hésitez pas. Je vais vous présenter le service de l'inventaire forestier de l'IGN, qui est un service qui est, ma foi, peu connu, mais pourtant dont la date de création date de 1958. Et ce service, qui est un petit service dépendant du ministère de l'Agriculture, a été intégré à l'IGN en 2010. Donc quand on parle de forêt, déjà, il faut se mettre d'accord sur la définition de la forêt. À l'inventaire forestier, on utilise cette définition-là, qui est une définition européenne, en fait, de la forêt. Donc la forêt, c'est un territoire d'une superficie d'au moins 50 ans, avec des arbres pouvant atteindre la maturité in situ de 5 mètres, un couvert boisé de plus de 10% et une largeur moyenne de moins d'1 mètre. Voilà la définition de la forêt telle qu'on l'utilise à l'inventaire. Alors, quels sont les objectifs généraux du service de l'inventaire forestier? En fait, c'est un inventaire permanent des ressources forestières nationales, indépendamment de toute question de propriété. Et heureusement, quelque part, parce que la forêt française est constituée à 75% de forêts privées et 25% de forêts de l'État, forêts domaniales, communales, exceptionnelles. Alors, quelles sont nos missions? En fait, tout ce que vous allez trouver en termes de surface forestière, de volume de bois sur pied, de type de peuplement forestier, voilà, proviennent des statistiques de l'inventaire forestier. On va également répertorier les différentes compositions des forêts, quelles sont les essences qui y poussent, les classes de dimension, les classes d'âge, et on fait également un relevé écologique sur nos placettes, à savoir un relevé floristique, un relevé pédologique. Pédologique, c'est l'étude du sol, et un relevé topographique, et on détermine également le type d'habitat forestier. À savoir que le type d'habitat forestier, par exemple, un type d'habitat forestier, ça va être une chênaie acidophile à branche spécieuse, une longlée à lèche espacée, etc. Et il y a environ 500 types d'habitats forestiers différents répertoriés en France métropolitaine. Ça exclut les volcans. Alors, comment on effectue ces statistiques, quelque part? En fait, il y a 7000 placettes qui sont visitées tous les ans sur le territoire français. 7000 points qui sont classés environ en forêt, 400 en langue, 400 en peuplerie, 400 on répertorie également le type de haie. Et il y a ce qu'on appelle aussi des points retour, environ 7000 points retour qui sont visités tous les ans. Ces points retour, ce sont des placettes que l'on visite 5 ans après la première visite. Et ça, c'est pour estimer les prélèvements des bois. Sur une placette, en fait, tous les bois que l'on va mesurer, je vais rentrer dans les détails un petit peu plus tard, parce qu'on ne mesure pas tous les bois, sont géoréférencés. Et du coup, quand on revient sur les placettes, on peut voir quel bois a été coupé. Alors voilà, une placette, en fait, à l'aide d'un scan d'une photo aérienne, il y a des équipes qui sont en permanence sur le terrain et qui vont se rendre sur des placettes et mettre en place un système, un protocole
avec des cercles concentriques, un cercle de 15 mètres de rayon et un cercle de 25 mètres de rayon. Sur le cercle de 15 mètres de rayon, on va mesurer les arbres qu'on appelle recensables, c'est-à-dire les arbres qui à 1,30 m font 23,5 cm de circonférence. Et on prend les mesures sur ces arbres-là, toutes les mesures nécessaires à estimer les volumes de bois sur pied. Dans ce rayon des 15 mètres, on va également faire un relevé botanique, un relevé pédologique, et dans les rayons de 25 mètres, on va décrire le type de peuplement. Il y a plein de données, il y a environ 200 données différentes prises sur les placettes. Et on va décrire sur les 25 mètres les types d'habitats forestiers et les types de peuplement. Alors voilà, je vous disais, on va prendre les mesures sur les arbres, uniquement les arbres qui font plus de 23,5 cm de circonférence à 1,30 m. Et on va les mesurer jusqu'à un bois fortif de 7 cm. Alors voilà, ça c'est les types de documents qu'on les équipe sur le terrain, c'est-à-dire un scan 25 et une photo aérienne avec un petit laser, j'en ai dans mon sac, mais c'est pas grave. Et les équipes, à l'aide d'un GPS, vont se rendre précisément sur ce centre de la placette et mettre en place le dispositif. Donc, sur un arbre, on va déterminer le type d'essence, si c'est un chêne pédonculé, un chêne sessile, un hêtre, un avisé terminal, etc. On va mesurer sa hauteur, on va mesurer sa circonférence, on va mesurer des accroissements radiaux. Sur certains arbres, on va mesurer l'âge. Donc, toutes les mesures nécessaires à estimer les volumes de bois et les accroissements annuels. On va également faire un relevé floristique sur la placette des 15 mètres, donc tout ce qui est arbres, arbustes, herbacées et mousses est répertorié avec un code d'abondance dominance. Donc on essaie de faire un relevé le plus exhaustif possible. Et à l'aide des espèces, chaque espèce, ne touche pas n'importe où, chaque espèce a des caractéristiques indicatrices. Et à l'aide de ces caractères indicateurs des espèces, on va déterminer des écogrammes qui nous permettent de connaître le niveau trophique et hydrique de la placette. Le niveau trophique, c'est-à-dire la richesse en éléments minéraux qu'il y a dans le sol et la teneur en eau qu'il y a dans le sol. On va également faire un relevé pédologique. Donc, à l'aide d'une pioche et d'une tarière, on va creuser jusqu'à 1 mètre de profondeur si c'est possible. Et là, on va regarder les différents types de couches d'humus. On va déterminer le type d'humus. On va regarder la texture du sol, si c'est sableux, argileux, sableux, argileux ou sableux, etc. On va regarder la structure du sol, c'est-à-dire l'agencement des particules entre elles. On va regarder la charge en cailloux, on va déterminer la nature lithologique du caillou, si c'est un grès, si c'est un calcaire, si c'est du granit, etc. On va regarder la présence de carbonate de calcium dans le sol, on va regarder la présence de traces d'hydromorphie dans le sol, et on va déterminer un type de sol. Comme je vous disais précédemment, on estime également les prélèvements de bois par retour sur les placettes 5 ans plus tard, où là, on peut voir la quantité de bois coupé par rapport aux arbres qui ont été géoréférencés en première visite. Alors maintenant, quelques données plus précises sur la Dordogne. Donc la Dordogne, comme je pense que la majorité d'entre vous le savent, a un taux de boisement d'environ 45%, ce qui est relativement important pour une moyenne sur le territoire national qui est de 32% de couverture boisée. En Dordogne, la forêt est essentiellement privée. C'est de l'ordre de 98 de privé, de 99,1, peut-être que... Ouais, voilà. Au niveau des compositions, comme vous voyez sur ce petit tableau, essentiellement des forêts de feuillus, avec quelques forêts mixtes et des forêts purement conifères. Les essences principales de nos forêts périgourdines, on va retrouver principalement le chêne pédonculé, le chêne pubescent, le châtaignier,
Dans les autres feuillus, il va y avoir du charme, il va y avoir de la lisier terminale, il va y avoir du courrier, il va y avoir du frêne, par exemple. Du pain maritime, principalement, bien qu'il y ait quand même quelques pains sylvestres et pain noir présents. Et toutes les autres essences sont présentes, mais les résultats ne sont pas significatifs pour être présentés dans le tableau. Au niveau de la structure verticale, ce qu'on appelle la structure verticale, c'est l'étagement de la forêt, s'il y a un sous-étage ou pas. La forêt française est principalement représentée par une structure régulière haute, sans sous-étage. Ensuite, arrivent des structures régulières hautes avec sous-étage, et enfin des structures verticales irrégulières. Irrégulières, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs classes de dimensions d'arbres et plusieurs étagements verticaux. Sur l'état sanitaire des arbres en Dordogne, là c'est une carte nationale, mais bon, vous allez réussir à repositionner la Dordogne. Donc là c'est un taux d'arbres forestiers altérés qui est mesuré par l'estimation de branches mortes dans le houppier. Le houppier, ce sont, vous avez le tronc et tout l'ensemble des branches, c'est ce qu'on appelle le houppier. Et on estime le pourcentage de branches mortes dans le houppier supérieur, le houppier qui a accès à la lumière. Et là, on voit que la Dordogne a un taux d'arbres altérés de 15% et plus, et entre 10 et 15%. Sur la mortalité des arbres, là, c'est une date de mortalité. On estime la mortalité des arbres si on estime à moins de 5 ans ou à plus de 5 ans. Et là, voilà, c'est en mètres cubes par hectare et par an. Et plus c'est foncé, plus la mortalité est importante. Vous faites en fonction de quoi pour donner mortalité sur les arbres? Là, c'est un arbre mort. Oui, et au niveau la cause aussi? Non, on n'a pas la cause et c'est souvent compliqué. Ça peut être possible la cause dans des peuplements d'épicéas où souvent ce sont les scolytes qui interviennent. Dans d'autres peuplements où ça peut être des îlots, sur des implantations, des choses comme ça. Mais nous, c'est uniquement une date de mort. Si c'est mort depuis plus de 5 ans ou de moins de 5 ans, mais on n'estime pas la cause. Ah, voilà. Donc les coupes sont telles qu'on puisse devant? Non. C'est des bois morts sur pied. Quel intérêt d'étudier la mortalité de ces arbres? Pour voir la quantité de bois morts présente, et puis pour voir l'état sanitaire des forêts, s'il y a des causes importantes selon les régions, s'il y a beaucoup de mortalité selon les régions, il y a peut-être des choses à faire, mais il y a aussi, ce qui est important aussi, un bois mort n'est pas néfaste en lui-même. Il est important de laisser du bois mort également dans le parcelle parce qu'il y a toute une chaîne qui se crée dans ce bois mort. Après, c'est voir s'il y a une évolution trop importante où là, il y a peut-être des choses à évaluer et connaître ces causes-là. Et là, c'est le département santé-forêt aussi qui intervient sur la mortalité avec des causes plus spécifiques où c'est assez général. A-t-on connaissance de parasites existants sur des types d'arbres? Alors, je ne travaille pas au département santé-forêt, mais comme je disais tout à l'heure, il y a les scolytes sur les épicéas, il y a les champignons responsables de la calorose sur les frênes, les champignons responsables du chancre et de l'encre chez les châtaigniers. Sur les gens de plantation, il y a des îlots, ce sont des petits insectes qui interviennent sur des plantations plutôt jeunes. Il y a des armillaires aussi qui interviennent sur certaines espèces. Il y a des chenilles processionnaires.
également. Et après, voilà, il y a quelques causes à inventorier, mais je ne les connais pas toutes. Là, c'est quelques chiffres sur la mortalité selon les essences. À gauche, vous avez la Dordogne et à droite, vous avez la Nouvelle-Aquitaine. Et là, on voit que c'est le châtaignier, sans une surprise, hein, qui est particulièrement touché, et en Dordogne et en Nouvelle-Aquitaine. Et suivi du chêne pédonculé et du chêne pubescent, et enfin du tamarin. Là, c'est l'évolution de la mortalité. Sur la période 2005-2013, en très plein, c'est 2005-2013, et en très pointillé, c'est 2014-2022. Et on voit quand même une évolution de la mortalité. Et là, c'est l'évolution du taux de bois mort. Il ne faut pas tenir compte, il y a une erreur dans le libellé d'utiliser un diamètre non recensé, c'est pas ça. Voilà, avec une évolution sur la période 2010-2014, 2015-2019 et 2019-2023. Là, c'est rangé en classes de bois. Je vais rentrer dans les détails sur nos classes de bois. Petit bois, c'est des arbres qui font entre 24 cm et 71 cm de circonférence. Moyen bois entre 72 et 118. Et gros bois entre 118 et 160, 140, je sais pas plus, classé de notes de dimension. Voilà. Et c'est terminé. Merci à vous. Allô. Et vous voyez que la recherche est en marche. Et donc on a rencontré deux autres chercheuses et les filles vont nous parler vont faire un petit résumé de leurs 3 heures d'intervention. Sont venus nous présenter leur recherche sur le chêne pédonculé et le chêne textile lors d'une conférence. Nous allons donc vous faire un résumé de leurs expériences et de leurs résultats. Tout d'abord, il faut savoir qu'en Périgord vert, le chêne pédonculé serait en voie de disparition à cause du réchauffement climatique. Contrairement au chêne textile, dont les conditions ne seraient favorables pour l'instant. Les expériences ont été réalisées pour savoir si ces deux espèces peuvent cohabiter et s'hybrider. Une première hypothèse était qu'il n'y a pas de barrière reproductive entre le chêne sessile et le chêne pédonculé. Les deux chercheurs ont donc réalisé des fécondations contrôlées, un premier croisement avec le pollen de pédonculé et les fleurs de sessile, et un deuxième croisement avec les fleurs de sessile et le pollen de pédonculé. Ils ont trouvé que sur les fleurs de sessile, le pollen du pédonculé gère moins bien que celui du sessile, et que sur les fleurs du pédonculé, le pollen sessile donne une fécondation fertile. La première hypothèse n'est donc pas entièrement validée car la fécondation marche que dans certains cas. Par la suite, ils ont eu une deuxième hypothèse. Les hybrides F1 peuvent se reproduire indifféremment avec les espèces parentales et ils poussent tout aussi bien que les espèces parentales. Ils ont donc fait un croisement entre le pollen pédonculé et les fleurs F1, le pollen sessile et les fleurs F1. Ils ont trouvé qu'il y avait une moins bonne réussite avec le pollen pédonculé qu'avec le pollen sessile. L'hypothèse 2 est donc partiellement validée puisque les hybrides F1 poussent tout aussi bien que les espèces parentales. Les croisements entre les chênes pédonculés et les chênes sessiles sont donc possibles avec une mère pédonculée et un père sessile. De plus, les hybrides F1 sont fertiles avec le chêne sessile, ce qui laisse penser qu'il y a un retour progressif vers l'espèce sessile. Au cours des hybridations, il y a un échange de gènes entre les différentes espèces. Ces expériences ont été réalisées en conditions contrôlées. Il faudra donc vérifier si ce qui a été prouvé se déroule de la même manière dans la nature, et il peut y avoir d'autres barrières comme une fluorescence décalée dans le temps, ce qui ne permettrait pas l'hybridation entre les deux espèces. De plus, les recherches sur les arbres étant très longues, on ne peut pas savoir si ces hybrides seront viables sur le long terme. La recherche des espèces forestières est très récente et nécessite du temps qui pourrait ne pas être suffisant en raison des changements climatiques et économiques.
Merci beaucoup. Avez-vous des questions pour ces demoiselles? Non, pas pour l'instant. Alors, notre vision de la forêt va des coopératives forestières, des propriétaires, et donc Emmanuel Opérant va se présenter et va vous présenter quelle est sa vision pour la forêt du Périgord vert pour 2050. Bonjour, donc Emmanuel Opérant, j'interviens en tant que président de l'association Forêt Partagée. On est là pour aider à ce qu'émergent des groupements forestiers citoyens et écologiques dans toute la France. Je vais revenir un petit peu après sur nos objectifs et nos missions. Pour commencer, j'avais une question à vous poser. À votre avis, est-ce qu'il y a moins de forêts maintenant ou est-ce qu'il y a plus de forêts qu'avant dans toute la France? C'est quand avant? Avant. Toujours. Peut-être pas la préhistoire non plus, mais. Bon, il y en a plus. Non. Là, on est sur une montre-monnaie. Et vous pouvez aller sur le site de l'UGM, remonter le temps, et vous pouvez voir qu'entre 1950 et aujourd'hui, il y a plus de forêts. Donc ça, c'est actuellement, ça, c'est avant 1950, et là, c'est à peu près pareil. C'est un peu moins significatif, mais on voit quand même qu'il y a beaucoup plus de parcelles agricoles avant que maintenant. Bon. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on est sur 420 000 hectares de forêt en Dordogne. On est au 3e rang national au niveau de la surface forestière. 75% de flux, comme le disait Laure tout à l'heure. Et donc, on a une hausse de surface forestière d'environ 80 000 hectares au niveau national depuis le XXe siècle. Donc il y a plus de forêts, on a atteint, aujourd'hui on est au maximum historique depuis le Moyen-Âge. Ça c'est une notion importante qu'il faut savoir. Plus de forêt ou plus de plantations? Plus de forêts qui sont dues à la déprise agricole, donc des personnes qui sont parties travailler en ville, il y a eu des faits de guerre, il y a le reboisement aussi, qui a donné ces résultats-là. Il faut savoir qu'avant, en 1820, on avait environ 6 à 7 millions d'hectares, donc 12% du territoire français en France, de forêt. La côte, c'était l'industrie, le chauffage, la marine. Dans notre secteur, on avait des hauts fourneaux qui permettaient de produire des canons pour la marine nationale. Donc on rasait de la forêt pour faire du charbon, pour faire de l'acier et faire des canons. En 1850, on est passé à 9 millions d'hectares. En 1914, on est passé à 10 millions d'hectares. Et aujourd'hui, on est à environ à 17 millions d'hectares de forêt, donc 31% de forêt sur le territoire français. Donc c'est en hausse. Donc, on peut dire que c'est positif. À votre avis, qui c'est qui décide de ce qu'on fait en forêt? Vous avez une petite idée? Personne? Oui. Effectivement, il y a plein d'institutions en France. Il y a le CNPF, Centre national de la propriété forestière, et le CRPF, Centre régional de la propriété forestière, comme on l'a vu tout à l'heure, qui est là pour accompagner les propriétaires. On a la DDT, Direction départementale des territoires, c'est un peu la police de l'État en matière de paysage et de gestion. On a la DREAL aussi, Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. C'est l'étude de l'incidence sur les espaces protégés, comme Natura 2000 par exemple. On a le PNUI. Mais en finalité, effectivement, la bonne réponse, ce sont les propriétaires qui décident de ce qui se passe en forêt et ce qui se passe chez eux. Voilà. Donc, on a 75% des forêts françaises qui sont privées, comme on a vu tout à l'heure, 3,3 millions de propriétaires restés privés, 57% des propriétaires forestiers sont des retraités, donc population vieillissante. Et donc on va connaître un transfert de propriété entre les anciennes générations et les nouvelles générations. La problématique, c'est que les nouvelles générations n'ont pas forcément d'attachement, ces forêts qu'ils ne connaissent pas. Il y a des personnes qui vont hériter des forêts qui n'habitent pas dans notre région. Et donc, pas d'attachement, pas de gestion, pas de suivi.
pour certains, la vie de révolution, c'est aussi une clé. Mais c'est là qu'on voit que être propriétaire, eh ben, c'est, quand on posait la question tout à l'heure, quel avenir pour nos forêts, ben, si on veut être acteur dans l'avenir de nos forêts, dans la prise de décision, c'est en devenant propriétaire forestier. Donc en France, on a un statut qui s'appelle le groupement forestier. C'est une société civile foncière immobilière. C'est un peu comme les SCI, vous connaissez, quand il faut acheter des immeubles, des locatifs. Donc les SCI classiques, c'est régi par code civil. Les groupements forestiers, c'est code civil, code rural et code forestier. Donc il y a une législation, tout un cadre. Et donc depuis en 2023, c'est créé le premier groupement forestier citoyen et écologique. L'idée, c'est en gros, on a notre argent en commun, et on achète le forêt ensemble, et on le fait selon nos envies, notre image. Et c'est déployé ici en Dordogne depuis 2020, avec le premier groupement forestier citoyen et écologique Ipicata, dont je fais partie des fondateurs. Et ensuite, ça a un petit peu essaimé tout autour avec l'Ucuro, les Mandelions, le Front commun qui est plus sur les plaques le cercle, les Guadeloupe, les Hésies, la double, qui est surtout le massif de la double, forêt jusqu'à en Charente. Voilà. Donc ça, c'est plein de petites entités qui achètent des forêts sur un petit territoire, c'est quand même très local, on est sur 80 hectares, sur le pic du Putain, le 23 hectares. Ici, on fait une cinquantaine d'hectares, ils sont 60 de Fuji. C'est des petites unités de gestion. Et on est environ, donc chez l'Ipicata, on est 180 associés. Donc à la différence d'un propriétaire qui sera tout seul à décider ce qui se passe en forêt, chez lui, là on est 182 à devoir de mettre d'accord de ce qu'on va prendre en faire. Donc il y a la notion, la dimension de démocratie au sein de ces groupements. Donc en France, c'est le genre de groupements forestiers, il y en a de plus en plus. Donc là, on en a 32 référencés, on en a encore quelques-uns qui sont en train de se créer. Et l'idée, c'est d'aider à ce qu'il y en ait de plus en plus comme ça. Donc c'est pour ça qu'on a créé cette année, en novembre 2024, une association qui s'appelle Forêt Partagée, pour aider à l'émergence de ce genre de structure et pour aider ces structures à savoir comment gérer de manière administrative et technique ce groupement forestier, puisque c'est pas simple. La plupart sont des bénévoles, pour d'autres, c'est des professionnels qui arrivent en vivre. On peut imaginer qu'il y a des gestionnaires forestiers qui ont leur propre idée de ce que peut être une forêt, comment il faut gérer la forêt, mais ils sont toujours tributaires du propriétaire, ils sont toujours obligés d'agir du propriétaire. Et donc, on a des gestionnaires forestiers, on les aide à ce qu'ils puissent monter leur propre groupement pour avoir leur parcelle en gestion et faire ce qu'ils ont envie de faire, sous la surveillance et la décision collective des associés. Voilà. Donc là, c'est marqué 26, mais on arrive à 32, c'est tous les mois, ça augmente de plus en plus ce genre de groupement. On connaît Avenir Forêt, qui sont deux gestionnaires professionnels qui existent depuis pas 2003, un peu plus tard, 2013. Ils ont 1000 hectares en gestion. Ils sont en Forest et ils en ont un petit peu sur le côté aussi. Avec Clean Forest, un gestionnaire professionnel qui a plus de 100 propriétaires avec leur parcelle en gestion et lui maintenant il arrive à plus de 200 hectares en gestion. Et après, on a d'autres groupements où ça, c'est plus de bénévoles. Donc, l'idée, c'est de mettre les professionnels et les bénévoles tous ensemble et puis de partager un maximum de connaissances sur la gestion administrative et la gestion forestière. Donc, l'association de loi 1901, donc l'idée, c'est d'outiller, de rassembler et d'accompagner tous ces groupements forestiers pour aider à la préservation des forêts, pour la valorisation du bois localement, parce qu'on n'est pas là pour mettre les forêts sous cloche, on est là aussi pour produire du bois puisqu'on en consomme, mais essayons de le produire, de le couper de manière vertueuse et locale.
et ramener un peu de démocratie dans cet esprit décisionnel de ce qu'on va en faire de nos forêts. Voilà. Donc on organise des rencontres tous les ans. Là, on a rendu à la 7e rencontre sur le foncier forestier avec ces groupements forestiers. Donc l'idée c'est de se rassembler pendant 3 jours dans un groupement qui nous accueille. Donc l'année dernière on était dans le Vercors, cette année on va dans les Pyrénées, on a été en Bourgogne et dans les Vosges, on se balade pas mal. C'est très enrichissant de rencontrer toutes ces personnes-là. Et dans notre idée, on voudrait qu'il y ait plus de 30 000 citoyens qui soient engagés dans ces groupements forestiers. C'est plus de 3 000 hectares de propriétés gérées grâce à ces groupements forestiers, qui est plus de 50 000 mètres cubes de bois produits, donc ça c'est une autre question. Mais on a une idée pour 2030 arriver à plus de 100 groupements forestiers comme ça en France. Voilà. Donc c'est une autre manière de gérer. Il y a des propriétaires forestiers qui gèrent très bien leur bois, et ici localement il y a des personnes qui ont les fait très bien. On n'est pas là pour dire qu'il faut faire autrement, c'est comme ça qu'il faut faire, mais nous on est là pour essayer d'amener notre façon d'agir, notre façon de travailler, de le faire collectivement et de faire localement. Merci. Avons-nous des questions pour M. Rémérand? Est-ce que quelqu'un veut intervenir? J'aurais une question par rapport au type d'exploitation que vous souhaitez, que généraliser à l'ensemble des GFCE sur ce type de GFCE. Est-ce que vous trouvez des professionnels et des compétences pour pouvoir exploiter ces forêts de manière écologique, on va dire, en protégeant le sol? Ouais. Donc tous ces groupements forestiers doivent se rassembler autour d'une charte, leur vertu, pour cultiver leur forêt en SMCC, sylviculture mélangée avec l'hiver continu. Donc l'idée, on cueille les arbres les plus matures et puis on laisse pousser de manière naturelle ou accompagner toutes ces forêts-là. C'est ce que prône ProSylva, une association qui apprend à avoir ce genre de culture en forêt. Nous, on va partager juste de la gestion technique et administrative. Et ce genre d'association comme ProSylva, eux, vont être là pour accompagner la vie technique en forêt. Sinon, vous avez le CTF qui est derrière vous, là. Notre volonté aussi, c'est de permettre au CTF sur le territoire ici de prouver que leur mode de gestion avec l'hiver continu est vertueuse et économiquement viable. Est-ce qu'il y a le personnel, est-ce qu'il y a des développeurs, est-ce qu'il y a des bûcherons, est-ce qu'il y a suffisamment de bûcherons, par exemple, formés pour... Sur certains territoires, comme dans le Vercors, il y a ce qu'il faut. Ici, beaucoup moins. C'est toute la problématique, c'est être propriétaire et vouloir gérer sa forêt autrement, c'est une chose. Pouvoir le faire, c'est une autre. Donc il faut trouver techniquement des gestionnaires forestiers qui ont les connaissances pour gérer la forêt, ces forêts-là comme ça. Et après, il faut créer la filière locale. C'est pour ça qu'on a travaillé localement sur l'étude d'une filière locale avec 2 bûcherons, un tracteur, un petit tracteur 4 roues motrices avec adéreuse et fendeuse. Mais l'idée, c'était s'il n'y a pas d'alternative, s'il n'y a pas de personnel pour cultiver les forêts autrement, et que vous avez que vous abattez sur le secteur, il y aura plus de choses. Si vous n'avez pas de bûcheron, vous ne pourrez pas mettre en pratique vos idées de gestion alternative. Donc on était, ce genre de groupement forestier qu'on développe là, c'est aussi pour permettre à ces bûcherons, à ces sylviculteurs de prouver que cette façon de travailler est vertueuse et économiquement viable, et de leur permettre de développer leur activité sur place pour pouvoir après aller travailler chez les propriétaires. Donc on est là aussi là pour accompagner et aider à la création de cette petite filière locale. Vous avez vu que de l'autre côté du monde, il n'y avait rien à faire. Et souvent, une forme de départ forestier, effectivement, c'est ça. Est-ce que c'est qu'on est faire, il y a des... Oui. C'est Sébastien Jourdan qui intervient en tant que bûcheron pour aider. Il y a une formation.
Mais c'est une vraie question, hein, parce que si vous n'avez pas de personnel formé, compétent et équipé pour gérer autrement les forêts, c'est toute une chaîne qui peut créer. Du côté du territoire noir, il y a eu une formation attribuée, qui a formé aussi des gens qui ont été formés par un technicien, un technicien, un chef de chantier de Normandie. Et donc ces 6 bûcherons, en fait, l'objectif c'est qu'ils puissent fournir une filière alternative, une filière respectueuse du bois pour une série, et que la série au plan des scieurs qui se situe à Courson, et qu'ils puissent trouver du travail effectivement aux alentours. Alors bon, c'est une formation qui a été financée uniquement par le plan des scieurs, et puis un petit peu par une association qui s'appelle Plan des Forêts, qui est un peu aussi. Mais moi j'ai une question, est-ce que le département pourrait participer par exemple à financer des formations comme celle-ci? On va faire l'exposition avec Pascal. Alors, M. Bourneau va intervenir tout à l'heure et il pourra répondre à vos questions à ce moment-là ou on reprendra à ce moment-là. Oui, j'avais une question concernant le collectif sur la vente du bois. Est-ce que vous identifiez les acheteurs qui détiennent le bois? Est-ce que vous êtes vigilant sur tous les vents de bois ou est-ce que tout part en Chine comme une partie du bois français? Nous, on est sur des forêts qu'on récupère, qui n'ont pas été gérées depuis longtemps. Donc la première chose qu'on va faire, nous, c'est de faire des chemins de cloisonnement, pouvoir rouler là où il faut et pas partout. Et donc ces premières interventions, c'est du bois de chauffage, principalement. Très peu de bois de... Ça va être la 2e ou 3e étape de travail en forêt pour réussir à produire un peu de bois. Donc c'est du bois consommé localement. Donc les groupements forestiers, on a le droit de vendre notre bois bord de route, bord de parcelle, on n'a pas le droit de transporter. Donc soit on fait appel à un bûcheron qui vient, il coupe le bois, il met en bord de route et après on fait la vente. Soit c'est le bûcheron qui achète le bois sur pied, c'est lui qui se débrouille de faire la vente. Donc tout ça, c'est local. Hein. Parce que le bois ici n'est pas vendu très cher, pour que lui il puisse rémunérer son travail, il ne faut pas qu'il l'emmène trop loin. Voilà. Et donc c'est le genre de groupement, les nôtres ici, alors on a 5 ans d'existence, on n'est pas encore au stade de coupe de bois d'œuvre. Mais après l'idée, comme il y a des scieurs mobiles sur place, on peut les faire venir, soit en forêt, soit directement de bois chez eux, et de valoriser le bois scié, de voir un petit peu mieux. Ça c'est encore de l'hypothétique, mais le bois il restera bien là, localement, on est quand même dans une éthique collective. Donc il faudrait que ici tout le monde se mette d'accord pour aller vendre des forêts en Chine plutôt que de vendre ici. Donc, dans ce genre de structure, ça n'arrivera pas, puisque on n'est pas là pour gagner de l'argent, c'est pas l'idée. On est là pour essayer de faire autrement et de montrer que ça fonctionne. Et pas gagner d'argent. Moi j'ai vécu de la forêt depuis toujours, il faut bien qu'on gagne. Hein, donc je veux dire, il ne faut pas exclure gagner de l'argent. Là, on a parlé de la forêt en 2050, donc je suis un peu frustré parce que je n'ai pas eu la forêt. J'ai eu le propriétaire, on est le propriétaire. Moi, je suis dépositaire de forêt, mais je ne suis pas important. L'important, c'est la forêt. C'est-à-dire qu'elle va devenir, etc. Ce qu'on va en faire, quelle évolution. Et là, je veux dire, d'un point de vue, je rejoins Madame Maman, je veux dire, l'aspect technique est important. Je veux dire, connaître le châtaignier, etc., l'évolution de température et autres. Et donc, pour avoir, disons, une vision un peu plus large et précise des choses, quoi. Je veux dire, c'est ce qui est important. Après, les problèmes de bûcherons. Moi, je les connais depuis que j'ai commencé à travailler. Hein. Et les bûcherons, le problème est récurrent depuis. Mais le problème des bûcherons, c'est un problème, en fait. Bon, il y a le problème de la mécanisation. Qu'on le veuille ou pas, la mécanisation, ce sera. Comme ça s'est fait pour la batteuse, la poissonneuse batteuse, etc. Et pour ce travail, je veux dire, il faut que le bûcheron gagne sa vie. Hein. Moi, c'est toujours été mon leitmotiv, c'est que les gens que j'emploie, il faut qu'ils gagnent leur vie. S'ils ne gagnent pas leur vie, on laisse la nature. C'est-à-dire que des parcelles, moi j'ai des parcelles où je laisse
finalement la nature, j'adore la sylviculture. La sylviculture, c'est une sylviculture, on laisse pousser, on enlève un certain nombre de bois, etc. Donc, je veux dire, on n'a pas par contre, là où c'est intéressant, mais je veux dire, on va faire une sylviculture plus intensive, plus intensive, au bon sens du terme. Mais l'important, c'est quand même de revenir à des considérations techniques, parce qu'aujourd'hui, je veux dire, on est avec le réchauffement, c'est pas récent, hein, le problème du châtaignier, moi, on l'avait noté dans les années 80. Hein. Alors, il y a des jeunes qui vont vous y répondre juste après, parce que comment ils ont pu observer des chercheuses sur ce domaine. Et pour passer plus de temps, vous pourrez venir les voir directement. Ils vous présenteront les expériences plus en détail juste après. Alors, on a deux autres questions, puis on va avancer, parce qu'on a déjà dépassé le créneau horaire. Donc, il y a madame et deux autres personnes. Oui, bonjour. En fait, vous avez parlé de la transmission. Je trouve que c'est hyper intéressant puisque vous disiez que ça allait changer de génération. Et je voulais savoir, justement, quand on hérite de parcelles, vers qui on peut se tourner. Est-ce que vous faites de l'accompagnement dans ce sens? Parce que je pense que la clé, elle est aussi là. Alors nous, on est propriétaires, donc on va déjà s'occuper de gérer nos parcelles à nous. Donc quand on a des personnes qui héritent de forêt, ben, on leur propose de les racheter ou de venir, de rejoindre le mouvement avec leurs parcelles. Donc on peut rentrer dans le mouvement forestier soit en numéraire, soit avec des parcelles. C'est plus si vous avez des forêts qu'il faut vous accompagner, ben, il y a le CRTF de la Consa, il y a le CETEF aussi de la Consa. Et pour répondre un petit peu à monsieur, j'ai pas répondu dans mon intervention, c'était pas de dire quelle forêt je veux ou voyons pour 2050, parce que moi j'ai pas les connaissances, je suis informaticien. Mais c'est bien en étant tous ensemble et en étant propriétaires, c'est parce qu'on est ça qu'on entend. C'est vous en étant propriétaire, monsieur, vous intervenez directement sur l'avenir de vos forêts. Avec vos connaissances ou en s'accompagnant de techniciens, etc. Et on va en sorte que les gens puissent donner leur vie en travaillant en forêt, ça on est d'accord. Mais voilà, nous on n'accompagne pas, on essaie déjà d'apprendre, parce qu'il y a tout cet apprentissage-là, pour la plupart on ne connaît pas la forêt. Au début c'est des grandes tiges éparpillées, et au bout d'un moment on commence à voir le paysage, à voir ce que c'était avant, à voir des petits murets, à voir la limite de parcelles sans avoir des cartes. Et ça c'est aussi l'avantage de faire partie de ce genre de structure, c'est d'apprendre à voir le paysage. Bonjour. Vous avez parlé tout à l'heure de bois de chauffage. Est-ce que vous pouvez confirmer qu'il y aurait un projet d'interdire le chauffage au bois en 2017? Et du coup, qu'est-ce qu'on fera de ce bois que le chauffage a été développé auparavant? Et qu'est-ce que vous pensez de ce projet d'interdire le chauffage au bois, notamment en pleine 2 ans? C'est une idée politique, ça? Le bois ne sera jamais interdit d'être utilisé à la vie. Je n'ai pas de connaissances sur ce sujet. Je sais que localement, le bois sera toujours utilisé. La Dordogne exporte énormément de bois aux alentours pour que les gens puissent se chauffer. Donc, à mon avis, il n'y aura pas d'interdiction. Il y aura des obligations de mettre des trucs, je ne sais pas quoi. C'est pour l'instant plutôt une fake news qui circule beaucoup. Pour l'instant. Monsieur Bourdeau pourra peut-être vous en parler, c'est une info, mais je ne suis pas sûr. On a une dernière question et on va ensuite faire une petite transition avec les élèves, puis écouter M. Bourdeau. Vous avez parlé que vous récupérez des parcelles, mais est-ce que vous avez récupéré des plantations de pins? Pas sur cette terre, non. On n'a pas. On n'a que des forêts feuillues naturelles qu'on poussait, donc on a souvent des landes, hein, donc des prés qui sont des forêts. Ou des vieilles exploitations qui ont été coupées pas mal pour faire du charbon à l'époque. Mais on n'a pas de plantation. Il y a d'autres groupements qui ont des plantations, mais dans le Vercors, c'est plus commun de voir ce genre de choses. Et ils essaient de les irrégulariser, de les diversifier, de gentiment les faire vers quelque chose d'un peu plus résilient. Alors,
on pourra répondre d'autres questions à la fin. On va avoir une petite transition justement pour parler recherche, qu'est-ce qui arrive à nos forêts en 2050. Et en fait, l'INRAE travaille dessus. Les chercheurs ont du mal à communiquer et donc beaucoup d'explications du projet Rainforest par Isabella. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter le projet Rainforest qui est mis en place depuis 2012 et qui a pour but de faire des recherches sur l'adaptation de 38 essences forestières face au changement climatique. Donc, ce projet met en place un réseau de 11 partenaires sur 4 pays différents de la façade atlantique pour réunir la France, l'Espagne et le Portugal et englobe 38 arboretums, dont un dont nous avons pu visiter, donc de M. Bonté à la Belle-Foussie. Et ces arboretums vont être composés un mix d'espèces locales et d'espèces qui sont là grâce à la migration assistée, qui consiste à déplacer des arbres qui ne sont pas locales pour, dans ce cas-là, les observer et observer comment ils s'adaptent au climat pour mieux pouvoir choisir nos espaces que nous allons planter ici en Périgord-Vert. Ces données qui ont été récupérées par l'observation vont être analysées dans un des 21 sites de recherche de la gestion adaptive qui sont dans le réseau Rainforest. Et grâce à ces données et ces recherches, nous avons pu identifier certaines menaces qui se présentent à nos arbres aujourd'hui, comme la perturbation de cycle de vie des arbres, les nouveaux pathogènes qui se présentent et que nos arbres ne sont pas adaptés, et bien sûr les essences locales qui ne s'adaptent pas assez vite avec les nouveaux changements qui se présentent à cause du réchauffement et par exemple des gelées qui deviennent de plus en plus fréquentes. Donc, grâce à ces menaces que nous avons identifiées, on a pu, dans les 15 dernières années, Rainforest a pu déterminer certaines arbres qui pensent qu'ils vont survivre et certaines qui ne vont pas survivre. Et grâce à cela, peuvent conseiller les propriétaires de forêts dans quels arbres planter pour que nos forêts subsistent dans le futur et dans les prochaines années, surtout avec une augmentation pour les chercheurs les plus optimistes de 4 degrés dans les prochaines 50 années, qui va dire que beaucoup d'arbres ne pourront pas s'adapter à temps et donc vont disparaître. Merci beaucoup. Et notre dernier interlocuteur, M. Bourdeau, vice-président de la transition écologique du Conseil départemental. Merci. D'abord, merci pour cette table ronde. Je suis très heureux avec mes collègues ici. Je ne suis pas un scientifique de toute manière. Je suis un élu, donc ne me posez pas des questions scientifiques, je ne pourrais pas y répondre. Je pense que ma manche est plus au fait que moi sur ce domaine-là. Moi, je vais vous parler un petit peu de l'engagement du conseil départemental sur la forêt. On n'est pas dans un champ de compétences obligatoire, en ce qui me concerne. Donc nous, on a pris ce champ à partir de la tempête de 99, comme vous le savez, qui a mis à mal toute la forêt en Dordogne. On a mis 9 millions d'euros pour aider les petits propriétaires à se relever. Ça a été un moment très difficile pour les petits propriétaires. Aujourd'hui encore, la forêt, comme vous le savez, on a des difficultés encore à y pénétrer. Donc nous, on s'attelle surtout à accompagner les petits propriétaires, à faire des aménagements fonciers, et aussi à travailler à accompagner la sylviculture, à accompagner aussi l'expérimentation qu'on peut trouver sur nos territoires. Le nord du département, donc, comme vous le savez, on a de nombreux peuplements. Aujourd'hui, la forêt, avec le réchauffement climatique, a du mal à se redresser. Elle s'appauvrit de plus en plus. On fait en plus, comme vous pouvez le voir, quand vous vous promenez dans la forêt, des coupes rases. On en parlera peut-être si vous voulez tout à l'heure. Des coupes rases avec. Moi, quand je vais courir, je fais beaucoup de sport en forêt. Et on se rend compte malheureusement que les paysages sont en train de changer complètement. Donc nous, ce qu'on veut faire au niveau du département, c'est ce remembrement. Et pour ça, on a un projet d'aménagement foncier, agricole, forestier et environnemental, ce qui s'appelle la FAF,
Donc depuis 2005, on a 20 opérations de restructuration foncière sur 20 000 hectares qui ont été donc réalisées pour 3,2 millions d'euros. Et il y a 927 bénéficiaires qui ont pu donc bénéficier de ces remembrements. Car vous savez, les petites propriétés, les gens ne connaissent même pas la propriété. On a des propriétaires qui ont des forêts au milieu de plusieurs forêts qui ne sont même pas accessibles. Donc aujourd'hui, ce qu'on veut, nous, c'est faire un remembrement au niveau de ces forêts. Vous le savez ou pas, le bois, c'est aussi nos forêts, c'est une économie très importante. Ça a été d'ailleurs rappelé par rapport aux scieurs, par rapport aux gens qui s'occupent du bois. Nous, au département, on accompagne toute la sylviculture avec aussi le plan bois énergie, comme vous le savez. Et il y a par exemple à Nontron, la piscine est chauffée avec une chaufferie bois. La commune de Lourdex a eu la première chaufferie bois sur le nord du département. À Périgueux, on a l'hôpital de Périgueux qui est chauffé avec une chaufferie bois. On a une chaufferie bois aussi sur un réseau, en plus sur le réseau de Bertrand de Born. On voit dire, on a quand même cette économie qui est en plus une économie de proximité. Donc c'est vraiment très important d'avoir aussi cette gestion importante de la forêt par rapport à du bois énergie. Après, c'est vrai qu'il ne faut pas qu'il y ait un développement excessif qui se fasse, parce que c'est vrai qu'après on coupe un peu n'importe quoi. Il y a beaucoup de bois qui sont destinés aussi au bois d'œuvre sur le nord du département, ce qui comporte aussi cette économie. Donc voilà moi ce dont je voulais vous parler. Si vous parlez aussi de la projection, vous en avez parlé tout à l'heure, par rapport au réchauffement climatique. Vous avez pu voir ces 2 dernières années quand même les feux qu'on a subis en Gironde et dans les Landes, et aussi en Dordogne dans la Double. C'est vrai quand même il y a une protection importante à faire. Donc le département, on cotise aussi, on participe au syndicat de défense de la forêt contre l'incendie, les DFCI, ce qu'on connaît, je ne sais pas si vous connaissez, dans nos forêts, vous voyez ces grandes traversées que vous avez, c'est pour aider, accompagner les sapeurs-pompiers à aller au plus près des feux. Donc ça c'est important. Au niveau donc du SDIS, on est aussi le département dont je suis administrateur. On a acheté des caméras thermiques pour 2,5 millions pour justement essayer de minimiser les feux de forêt avec donc couplé à l'intelligence artificielle, ce qui fait que donc on peut voir les départs de feu au départ et donc essayer de résoudre ces problèmes, parce que s'il y a des feux, malheureusement nos forêts vont brûler. Il y a aussi pour la défense contre l'incendie, le nettoyage, le débroussaillage qui est important, qui doit se faire autour de toutes les maisons, ça c'est important. On le dit tous les ans, et il y a beaucoup de gens qui ne respectent pas ces injonctions. Et après, je voulais vous parler aussi un petit peu de ce que l'État, et plus particulièrement les plans de gestion que l'État demande pour le rappel réglementaire. Il y a 3 types de documents qui garantissent une gestion durable de la forêt. C'est le plan simple de gestion qui est obligatoire pour le propriétaire de plus de 20 hectares boisés. Donc le dossier, c'est de cartographier, d'associer des inventaires différents sur les zonages. Le deuxième, c'est le code de bonne pratique sylvicole, c'est les propriétaires de moins de 20 hectares qui doivent décrire la parcelle et les travaux qu'ils doivent faire. Et enfin, donc, le dernier règlement, c'est le type de gestion. Donc ça, c'est les propriétaires qui ont le devoir de faire un plan simple de gestion. Voilà, donc ça c'est un rappel réglementaire, et pour répondre à la question tout à l'heure, c'est l'État qui est responsable de tout ce qui est donc réglementaire sur les bois, et vous l'avez dit, toutes et tous ici, c'est aussi les propriétaires qui font ce qu'ils veulent de leur bois. C'est ce que tu as dit tout à l'heure, Emmanuel, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut, nous en tant qu'élus, c'est difficile. Donc, quand j'ai été maire de Nontron, je vais vous dire, on est venu souvent me voir parce que les gens qui exploitent la forêt, il ne faut pas attention aux chemins, les débarrages se font avec des engins très lourds, et on se rend compte qu'après, il n'y a plus de possibilité. Parce que moi, ce que je voudrais, pour finir, vous dire, c'est que la forêt, elle est à tout le monde, elle a un usage partagé. La forêt, c'est aussi donc, le tourisme, c'est la randonnée, c'est donc plein de choses pour nos enfants, c'est la découverte. Et cette forêt, il faut qu'on la préserve, et c'est aussi donc, vraiment une économie importante. Les paysages ont changé, vraiment changé depuis des années. Que sera notre paysage en 2050?
je ne peux pas vous le dire. Je ne peux pas vous dire, mais malheureusement, c'est vrai qu'il faut qu'on s'adapte, puisqu'il y a des essences qui pourront s'adapter à ce réchauffement climatique. On aura des arbres peut-être qui sont dans le sud de la France qui vont remonter et être implantés ici. Et je voulais faire aussi une petite parenthèse. Je suis aussi vice-président du parc naturel Périgord-Limousin. Et il y a des expérimentations qui se font actuellement sur la commune de Mareuil, avec des plantations spécifiques, avec voilà, il y a plusieurs choses. Et là, par contre, on aura un contrôle sur les 10 prochaines années par rapport justement à ce que pourrait devenir la forêt dans les 10 prochaines années. Voilà ce que je peux dire rapidement et je suis prêt à répondre à vos questions. Merci beaucoup. Avez-vous des questions pour M. Bourdeau, pour nos élèves, pour nos autres intervenants? Sur les projections climatiques, alors il y a la certitude du réchauffement, c'est une chose, mais en même temps on est alerté par le ralentissement de la note, avec un facteur de probabilité qui est extrêmement important. Et du coup, en fait, le réchauffement climatique pourrait se traduire localement par un refroidissement. Et donc je voulais savoir si c'est un point qui est envisagé dans les politiques de protection de forêt. Je me lance. C'est une projection à plus long terme. Donc là, c'est le jour d'après, pour ceux qui ont vu le film. Un réchauffement global peut provoquer un refroidissement chimique. Et donc, est-ce que le retour des glaciers par rapport à notre forêt est prévu? Nos chercheurs ne travaillent absolument pas là-dessus. Pour l'instant, eux, les projections, c'est vraiment qu'est-ce qui va arriver à 2100 et la mort, que ça sera plutôt 2200, 2300. C'est très controversé. Donc, c'est très compliqué. Il y a un avant. C'est très compliqué de projeter la forêt en 2050, 2030. Il y a tellement de facteurs qui entrent en jeu. Alors on parle de réchauffement climatique, je parlerai de dérèglement climatique. La forêt, depuis des millions d'années, elle a subi énormément de variations climatiques, certainement beaucoup plus importantes même que celles à l'heure actuelle. Elle sera là, de toute façon, dans 2050-2100, il y aura toujours de la forêt. Laquelle exactement? On fait plein d'hypothèses, de suppositions. On prend en compte, c'est multifactoriel de toute façon, ça c'est indéniable, mais regardons, observons le vivant déjà. Ce qui est plus alarmant pour moi sont les coupes intensives. Déjà, plus que ce dérèglement climatique. Observons le vivant, privilégions ce qui pousse déjà dans nos forêts, la régénération naturelle. On peut faire, en plus, les hypothèses émises, les expérimentations faites, sont faites quelque part sur des micro-parcelles, sur une ou deux essences, et on ne prend pas en compte l'interrelation de tout le vivant. Il y a énormément de choses qui entrent en ligne de compte. La forêt, c'est pas juste un arbre, ce sont plusieurs arbres, mais ce ne sont pas que des arbres. C'est l'interrelation entre tous les arbres, c'est l'interrelation avec la faune, avec la flore, avec le sol, avec le climat, avec le rochelet, avec la topographie, et tout ça, c'est impossible de l'évaluer au niveau de notre échelle en plus. En plus, on raisonne à l'échelle humaine. Dans notre niveau d'espérance de vie. Alors qu'une forêt, elle est mature à 150, 200 ans, voire plus. Et on n'a aucune idée de l'évolution que pourra avoir notre forêt française. Voilà. Bravo. J'avais une question, M. Bourdeau. Vous parliez de volonté de remembrement justement de la forêt. Est-ce que, on a déjà connu un remembrement de cette dernier concernant le monde agricole, l'évolution qu'a pris, c'est du coup on a une mécanisation plus importante, des parcelles de plus en plus grandes, des propriétaires de plus en plus de plus gros hectares de propriété. Est-ce que
vous aviez éventuellement pensé, ces craintes, ce remembrement de la forêt, au final, sur le long terme, de ne plus faire fruit avec des énormes propriétaires forestiers et au détriment du coup des petites parcelles qui même si elles sont parfois oubliées par les propriétaires actuels, c'est pas tant dramatique parce que ça veut dire tout pour la biodiversité, entre autres, de laisser ces petits îlots abandonnés. Non, non, vous avez raison. Mais là, c'est qu'il dit, on n'a pas la politique de compétence par rapport à la forêt. On a fait ce remembrement parce qu'on s'est aperçu justement que pour la richesse de la forêt, il faut absolument prendre le place. Mais aujourd'hui, malheureusement aussi, avec les banques de moyens que l'on a au niveau de la collectivité, on réduit nos aides au niveau des propriétaires. Et il est hors de question que nous, on accompagne en tout cas de la faisabilité d'avoir des propriétés immenses. Donc ça, c'est pas le rôle du département, je vous rassure. Là-dessus, tous les dossiers qui seront dans ce sens-là seront résolus, ça c'est clair. Moi, j'ai une question par rapport à la compatibilité, plutôt l'incompatibilité de la forêt et des panneaux photovoltaïques. Alors, au niveau de la législation, quel est le pouvoir des élus d'autoriser ou d'interdire des coupages pour faire des champs photovoltaïques? Qui s'en occupe? C'est le conseil départemental, c'est la préfecture, c'est les élus. Comment ça marche? Non, ça c'est d'urbanisme. Donc dans les documents d'urbanisme, vous avez de toute manière une réglementation qui s'applique. Donc avec des zonages. Donc aujourd'hui, on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc si les zones ne sont pas référencées pour pouvoir accueillir des ENR, vous ne pouvez pas le faire de toute manière. Et bien sûr qu'il y a le droit de la mairie, la commune, donne aussi son avis, bien sûr. Après, ça passe dans les commissions départementales dont je siège, avec les milieux agricoles, etc., etc. Il y a le CAE, le Centre d'architecture et d'urbanisme et de l'environnement qui siège. Enfin, voilà. Il y a une instance au niveau préfectoral qui fait passer ces dossiers. Et donc voilà, après on en discute. La Chambre d'agriculture qui est avec nous, mais je suis entièrement d'accord avec vous. Mais c'est hors de question. Dans toutes les commissions où j'ai siégé, il est hors de question qu'on coupe des bois pour mettre des photovoltaïques. Ça, je peux vous garantir en tout cas. Merci de votre ambition, pour préserver les forêts. Par rapport à le chauffage au bois, donc, le département s'est engagé depuis peut-être une petite dizaine d'années sur la construction de chauffeurs à plaquettes pour les communes. Je crois qu'il a investi un certain nombre, notamment pour l'hôpital, les fonctionnaires, les piscines, il y en a je crois 70 à peu près dans le département. Dans les différentes communes. Ça veut dire que pour fournir ces fruits, il faut de la plaquette. Et cette plaquette, elle est souvent issue de broyages de forêt, donc de couperage. Donc on peut se le voir quand on se promène. C'est ce que vous disiez aussi, que ça nous émourait quand on faisait du jogging, c'est couperage. Donc il y a effectivement un lien entre le couperage et les choix du département en matière de chauffage. Il me semble. Non, c'est pas pour le moment, je fais juste un constat. Je suis le constat aussi qu'il n'y a pas seulement le département qui est intéressé par la plaquette, mais aussi, comme Limoges, il y a aussi une très grosse société à bois pour partir en habitat, je crois. Il y a aussi une usine de communication granulée, grâce à ça, donc, du département qui commence à investir, qui aussi. Et puis, un petit peu au nord, on a Guéret, on a le projet d'Aussi, qui est un projet de très grosse usine en granulé, qui a un périmètre d'extraction de bois de plus de 100 km, donc ça vient de porte de Périgueux. Avec aussi, du côté de Dieudon, l'extension du projet Carge, qui est de doubler sa surface et de faire aussi du granulé. Donc il y a beaucoup d'appétit pour notre forêt périgourdine. Moi, si j'étais propriétaire forestier, je laisserais monter les prix du bois, les enchères, pour savoir à qui je vais vendre ma forêt pour qu'elle soit rasée. Non. Ça se comprend. En tout cas, je suis propriétaire forestier, mais je veux dire que c'est quelque chose qu'on peut avoir un peu de faire. Voilà. Une question, est-ce que vous pouvez soutenir la pétition qui a été déposée par l'association de suite au président pour le SOS pour la Dordogne, qui est de proposer, on a proposé au département, à la préfète, de baisser le seuil de couvrage de 4 hectares pour les feuillus à 2 hectares. Voilà.
C'est une proposition qui nous semble acceptable pour la filière. On a rencontré la préfète, on a déposé nos dernières signatures. Pour le moment, c'est pas suffisant. Voilà, on a besoin d'avoir plus de signatures et peut-être le soutien d'élus comme vous pour abaisser ce seuil et donner du temps à la forêt de se régénérer et du temps à la filière pour réfléchir à d'autres manières Ben, je vais essayer de faire court pour vous répondre. De notre manière, en ce qui concerne le bois énergie, je considère qu'on peut fournir des chaudières avec des déchets, enfin, des bois morts, enfin, un travail de gestion compatible aussi avec la forêt. C'est ce qu'a dit Emmanuel d'ailleurs. Moi je suis contre, je l'ai dit tout à l'heure, on est des coups rases, à 200%, je peux vous le garantir. Hein. Après, je suis allé la semaine dernière à Chanterac, vous connaissez à Chanterac, il y a un plateau où on remise l'ensemble des coupes au bois qui vont aller dans les chaufferies au niveau du département. On est au plus près. Moi, ce que je ne souhaite pas, c'est ce que vous dites, c'est qu'on aille chercher du bois à 200 ou 300 km dans d'autres départements pour le mettre dans nos chaudières. À un moment donné, c'est sûr que nos chaudières, il ne faut pas en mettre partout. À un moment donné, il faudra dire stop. Aujourd'hui, on engage notre dernier plan bois énergie accompagné avec l'ADEME. Donc, ça sera encore ce dernier plan. Après, il y en aura plus d'autres. Je veux dire qu'à un moment donné, c'est vrai qu'il faut qu'on s'arrête. Je suis d'accord avec vous. Et par rapport à la proposition que vous faites, moi je suis entièrement d'accord pour réduire encore, si vous pouvez bien, le niveau des coups de pince. Je passerai vous voir tout à l'heure. Merci beaucoup. On a beaucoup empiété sur notre temps imparti. Y a-t-il une dernière question avant qu'on libère ces élèves qui attendent gentiment derrière encore autant? On vous remercie beaucoup d'avoir assisté à notre table ronde. On remercie le CPE pour l'invitation, le conseil départemental, le conseil régional, Code Science, Musique en Air pour la Merci beaucoup.